sous-lieutenant du 255e régiment d'infanterie, fauché à 27 ans par le tir ennemi le 10 septembre 1914, alors qu'il conduisait, sabre au clair, le repli des hommes de sa section. Et en tant que petit-neveu, au nom de sa famille, comment ne pas dire aussi notre reconnaissance à l'égard du souvenir français, de voir à présent placer sous sa sauvegarde la stèle mémorielle rénovée par ses soins et surmontant la dernière demeure d'un des 9 Dromois écrivains inscrits au Panthéon et faisant partie des 560 qui ont été gravés sur le mur du Panthéon en 1927, ces 9 écrivains dont le nom est gravé au Panthéon. Le nom de Charles Blacher est inscrit et peut-être même qu'il y en a qui m'échappent d'ailleurs présentement, parce que la science n'est jamais achevée et on en découvre toujours. Il est inscrit 7 fois. 7 fois. 3 monuments aux morts retiennent sa mémoire. 3. Le monument aux morts de Pierre Latte. On va dire, que fait-il à Pierre Latte? Eh bien, Pierre Latte est sa ville natale. Et donc, par conséquent, Pierre Latte honore un de ses enfants, mort pour la France, avec le monument aux morts de Pierre Latte. Il est inscrit à Montvendre. Bien sûr, Montvendre, c'était le berceau de sa maman, qui s'appelait Clémence Froment, et qui repose d'ailleurs dans cette sépulture familiale où beaucoup de mémoires se trouvent rassemblées. Il est inscrit à Poitiers. À Poitiers, diable, parce que c'est son premier poste de professeur agrégé dans lequel il a officié 1 an, et poste dans lequel il a obtenu 4 de ses élèves qui ont réussi au concours normal supérieur. Et ses collègues étaient en admiration devant ce collègue qui a été une météorite pour eux, parce qu'il est resté, et pour la raison que je vais vous expliquer, ils ont eu cette expression, je la trouve très belle, elle m'aime beaucoup en tant que professeur honoraire, maître, je cite, maître incomparable, parce qu'il fut un preneur d'âme. Maître incomparable, puisqu'il fut un preneur d'âme. Et il est donc inscrit au monument de Poitiers. Ensuite, au-delà, 4 inscriptions sur le marbre, de ci, de là, à commencer par une stèle à Pierre Latte, dans la cour de l'ancienne école primaire, stèle qui évoque à la fois sa mort à Eppe, dans la Meuse, et également son inscription au Panthéon. Cette stèle avait été initiée, et j'ai le plaisir de vous le dire, par le Souvenir français en 1945, et elle a été rénovée parce qu'elle commençait à s'effacer. Vous voyez que l'effacement des stèles, vous êtes vigilants. Elle avait été rénovée en 1994 et j'ai eu l'honneur, au nom de la famille, de la réinaugurer avec Jean Mouton, qui était le maire de Pierre Latte. Il a été président du conseil général de la Drôme. D'un côté, Jean Mouton, et de l'autre côté, je tirais le tissu aux côtés de Jean Mouton. Donc, que d'émotion dans tout cela. Pierre Latte, il est inscrit, stèle à Pierre Latte. Il est inscrit également sur une stèle, une deuxième stèle à la Sorbonne, où il a participé à un certain nombre de colloques et de réunions d'historiens, aux côtés de son beau-père, je vous le raconterai tout à l'heure, Alfred Rebellion. C'est une histoire tout à fait étonnante que cette destinée de Charles Blacher. Il est à la Sorbonne. Il est, bien sûr, sur les murs du Panthéon, et on le voit quand on entre dans le Panthéon, au-delà du pendule de Foucault, sur le côté gauche, il y a les écrivains morts pour la France, et c'est 560 noms inscrits. Ils sont 9 Dromois, et ils sont 3 Ardéchois. Et enfin, dernière stèle, il est inscrit sur cette stèle de marbre, au-dessus de ce qui est devenu sa dernière demeure, et je vous dirai de quelle façon, avec cette inscription de l'ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé des lettres, etc., chevalier de la Légion d'honneur, cité alors de l'armée, et évoquant sa mort et son dernier courrier dont je vous dirai un mot après.
Voilà un petit peu le personnage que nous honorons présentement, tous ensemble. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ce moment vécu, pour moi, c'est l'aboutissement d'une mémoire, d'un deuil éternel au sein de la famille, puisque j'en ai toujours entendu parler. Et je vous dis, l'émotion qui est la mienne, de la partager avec vous aujourd'hui, qui aurait pu imaginer, et ça sans le souvenir français, ben, on aurait pu vivre cet instant. Charles Flacher est né à Pirlate le 28 août 1887. Et c'est un singulier hasard, monsieur le délégué général, puisque 1887, c'est la date de la fondation du Souvenir français. Et est-ce un hasard ou est-ce une prédestination? Le Souvenir français déjà veillait sur sa destinée. Qui aurait pu imaginer pareil destin? D'emblée, il s'est révélé un très brillant élève. Il a été d'abord élève au collège de Montélimar, une ville qui m'est chère parce que j'y ai officié pendant 29 ans. Et puis, il a été envoyé devant des résultats qui étaient flamboyants par son papa, qui était hussard noir de la République, instituteur, et instituteur à Pirlate. Et oui, la ville natale. Il a été envoyé à Louis-le-Grand, à Paris, et de Louis-le-Grand, et bien tout naturellement, il n'y avait qu'une solution, c'était de présenter Normal Sup. Et Normal Sup, il a eu une toute petite déconvenue, il n'a été reçu que second. Bien, et à l'issue de Normal Sup en 1911, eh bien, il a décroché l'agrégation de lettres classiques. Premier de France. Premier de France. Cet étudiant brillant, étonnant, compulsant des livres, un homme d'ailleurs au tempérament agréable, plein d'humour, très chaleureux, les témoignages l'expriment, est entré en sympathie. Il a été remarqué par Alfred Rebellion. Alors Alfred Rebellion, ça ne vous dira peut-être rien, bien entendu, mais c'est le bibliothécaire de l'Institut, historien et co-auteur de l'histoire de France, Lavis, c'est-à-dire l'histoire fondatrice, la grande histoire de France. Rebellion est dans les auteurs et il est devenu le beau-père de Charles Flacher, puisque Charles Flacher a épousé Marthe Rebellion. C'est un mariage qui va durer, il l'a épousée en 1913, il va durer 2 ans, pour les raisons que vous imaginez après. Et j'ai connu Marthe, bien entendu. Elle est venue dans ce pays de Montbande, elle est venue s'incliner devant cette tombe, devant la tombe qui était son mari. Et ensuite, le couple a eu un enfant en 1913. Le mariage s'est fait en 1912. Et cet enfant s'appelait Michel. Je l'ai bien connu. Il est disparu aujourd'hui et dans le salon de Michel Flacher trônaient les volumes de l'histoire Lavis, d'eau cuir. C'était les volumes de la collection d'Alfred Rebellion, tout ça. Et d'ailleurs, le jeune couple, au départ, a même vécu qu'est Conti, à l'Institut. C'est-à-dire que l'ascenseur social républicain, l'intelligence avec Charles Flacher avait atteint une sorte de zénith. Voilà un petit peu ce parcours que je voulais vous décrire en quelques mots. Charles Flacher aura été, comme tant de ses infortunés camarades de 1914, convaincu d'une guerre courte. Vous savez, les enfants, quand on commence une guerre, c'est la pire des solutions. On ne sait jamais quand on l'a fini. Et ceux qui sont partis à la guerre, je m'adresse aux enfants parce que c'est eux qui sont porteurs de cette mémoire. Quand on enclenche une guerre, eh bien, on enclenche un processus terrible, diabolique. Ils ne s'en doutaient pas. On disait, en 1914, la guerre sera fraîche et joyeuse. On disait, oh, on va reprendre l'Alsace et la Lorraine. On sera de retour, et comme c'est le 2 août 1914 que tout commence, on sera de retour pour les vendanges. Ah, quelle espérance! Et en fait, cette guerre de mouvement, du début, a été une impitoyable faucheuse d'hommes. Faucheuse d'hommes, vous savez ce que c'est que faucher, hein, c'est couper des vies, détruire, broyer des hommes.
faucheuse d'hommes, porteur à l'époque encore du rouge Garance, képi, pantalon très visible, et les officiers ayant un galon particulièrement ostensible, qu'en faisait une cible privilégiée évidemment pour le tir ennemi, et c'est ce qui a donné d'ailleurs ce que je vous dirai tout à l'heure, tant d'intellectuels à la tête de section qui ont été fauchés par le tir. Pour lui, la guerre n'aura duré que 5 semaines, dans un esprit de grande confiance dans la victoire finale, et écrite 3 jours avant sa mort, sa dernière lettre est là pour témoigner des sentiments qui l'animaient. Je cite Charles Flacher, cette lettre est gravée, et grâce au souvenir français, elle est à nouveau lisible. Merci, cher Noël. J'ai confiance, et je donne à ce mot tout son sens. J'en vis, la France en a vu d'autres. 3 jours après, il tombait sous le feu ennemi. La mise en échec du plan Schlieffen, c'est-à-dire le plan de guerre allemand de l'enclenchement de la très grande guerre, aura tué quelques 300 000 hommes dès 1914, très rapidement. Et c'est ce prix qui aura été payé par beaucoup d'intellectuels, écrivains et officiers en même temps, qui avaient fait les EOR. Et qu'on y pense un seul instant, Charles Flacher est mort sous le feu ennemi le 10 septembre 1914, 5 jours avant Charles Péguy, 12 jours avant Alain Fournier. C'est l'hécatombe des intellectuels à la tête des sections, avec le rouge Garance et le sabre au clair. Autant d'écrivains voulant faire rimer France et espérance. Cette rime n'est pas de moi, elle est de René Char, postérieure, mais France et espérance, c'est un beau mot. Et implacable leçon de l'histoire que ces morts au nom du patriotisme, parce qu'ils avaient un ardent patriotisme. Or, qu'est-ce que le patriotisme? C'est l'amour de la patrie. Mais ces patriotes, ils ont été victimes du nationalisme, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Le nationalisme, c'est la guerre, chers amis. 5 ans après la mort de Charles, son père, Jules Joachim Flacher, instituteur, qui a été d'ailleurs honoré de la Légion d'honneur, ce qui est inscrit également sur la pierre tombale centrale, parce que le papa de Charles Flacher repose, la maman de Charles Flacher, eh bien, sa sœur ne cesse de dire il faut ramener le corps, parce que le corps était resté sur place, dans la Meuse. Et c'est ainsi que Jules Lovy, mon grand-père, ancien combattant lui aussi de la Grande Guerre, est monté à Rambercourt au Pau, et dans l'ossuaire, dans la fosse commune, eh bien, ils ont pu reconnaître, avec notamment les boutons dorés de l'officier, Charles Flacher, qui a été ramené dans son cercueil de zinc, enterré très profondément à gauche de cette sépulture, surmontée actuellement par cette stèle. Intense moment d'émotion, tant de fois objet de récits, de la mémoire familiale. C'est pour ça que je vous dis mon émotion présentement, et je vous dis avec beaucoup de pathétique, hein, que ce retour au pays dans cette tombe devant laquelle nous nous trouvons à présent rassemblés. Puissions-nous, en ce centenaire, nous rappeler les uns et les autres, enfants des écoles et collégiens, enfants des écoles surtout, hein, cet adage, ce proverbe populaire, on ne meurt tout à fait que lorsqu'il ne reste plus personne pour se souvenir. On ne meurt tout à fait que lorsqu'il ne reste plus personne pour se souvenir. Les enfants se souviendront longtemps. C'est pourquoi nous ne remercierons jamais trop, jamais assez, le souvenir français pour la pérennité assurée de notre cher Charles Flacher, pour que son sacrifice à la nation demeure. Merci pour votre attention.